Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, votre rendez-vous avec l'équipe de Front Populaire. Une émission qui vous explique l'actualité autrement, d'un point de vue souverainiste, c'est-à-dire à se poser la question de la France en priorité. Alors aujourd'hui, on va parler de statistiques, de sondages, de mesures de l'opinion, avec un maître mot, vous allez voir, méfiance des chiffres. Études et statistiques, fait-on dire ce que l'on veut aux chiffres? Ce sera la question du jour. Nous sommes en compagnie de Maxime Ledagar, rédacteur en chef de Front Populaire La Revue et frontpopulaire.fr. Et notre invité est Samy Biazoni, professeur à l'ESSEC, docteur en philosophie, auteur d'un essai remarqué avec une postface de Michel Onfray, que je signale, intitulé Le statistiquement correct, paru aux éditions du CERF. Merci Samy Biazoni d'être là. Bonjour. Tout d'abord, pour bien comprendre, reprenons les choses à zéro. L'organisation de nos sociétés ont délaissé depuis quelques centaines d'années le rôle important que jouaient au temps des Grecs, des Romains, les philosophes, pour les chiffres, plutôt les statistiques, ce qui a l'apparence finalement de la modernité. En gros, est-ce que l'on peut dire que la démocratie, c'est le règne des chiffres, car cela fait sérieux, solide, indiscutable? Alors déjà, étymologiquement, on a une forme de proximité entre la gestion des affaires de l'État et la discipline statistique. La statistique, c'est la discipline du statiste, de l'homme d'État. Et en fait, ça, au cours de l'histoire, la statistique a pris une importance de plus en plus notable. Alors pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il y a une sophistication de la chose politique et un renforcement de la démocratie en tant que telle. C'est-à-dire que d'éléments de gestion relativement décentralisés à l'époque grecque, on arrive aujourd'hui à des gestions très très fines. Il suffit de regarder les corpus normatifs, il suffit de regarder le code du travail, le code de la santé. Donc la politique est partout, elle régente beaucoup de choses, et comme elle régente les choses, elle a besoin de s'évaluer. Elle a besoin aussi de disposer de données pour penser son action, et pour la légitimer, j'y reviendrai. Donc effectivement, il y a eu cette lente progression. Il faut aussi comprendre, dans ce remplacement finalement du rôle du philosophe dans la cité, dans la police, et aujourd'hui celui du statisticien par celui du statisticien, c'est jouer aussi la consolidation de la discipline statistique. C'est une discipline qui est relativement récente en réalité. Avant, au Moyen-Âge, on faisait du comptage assez rudimentaire. Et en fait, il a fallu attendre le 19e siècle, et puis après, tout au long du 20e siècle, le raffinement des méthodes de la théorie probabiliste, de la théorie de la statistique. Vous voulez dire qu'on calcule mieux et plus vite aujourd'hui qu'au Moyen-Âge? Mieux, beaucoup plus vite. On sait collecter aussi. Oui, on sait traiter de la big data aujourd'hui qu'on ne savait pas traiter. Alors ça, c'est encore la dernière étape de cette aventure, en tout cas la plus récente, finalement, c'est le dépassement de la modernité. La modernité, c'était finalement la statistique telle qu'on la pratiquait. Et là, on entre, et on en parlera peut-être plus tard, dans l'ère de ce qu'on appelle la big data, les grands volumes de données, qui changent encore la donne. C'est-à-dire qu'on ne calcule plus de la même manière les choses, nous n'avons pas la même appréhension des sujets. Donc il y a cette grande progression, et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que à mesure que la gestion politique s'est technicisée, cette science statistique, elle a acquis ses lettres de noblesse, parce qu'elle a aussi fait ses preuves. Les statistiques disent quelque chose de nos sociétés, elles sont utiles. Et dans le livre, j'essaie de le montrer. Ce que je dis, la thèse principale du livre, c'est que les statistiques en elles-mêmes sont une science, ou une pratique scientifique. En revanche, que leur mauvais emploi nuit au débat public, au débat démocratique. Ouais. Alors, vous dites quand même aussi, la forme mathématique, c'est un instrument de légitimation du pouvoir, vous écrivez. Qu'est-ce que ça veut dire pour être plus concret pour nos auditeurs? Absolument. Alors, d'une part, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour un gouvernant, pour un responsable politique, il faut à tout prix éviter le fait du prince. On imaginerait mal Emmanuel Macron se lever un matin et dire « je décide que souverainement ». Donc effectivement, progressivement, à mesure qu'elle devenait de plus en plus transparente, nos démocraties ont eu besoin ou se sont vues imposer le besoin de justifier leur action, de justifier la raison pour laquelle des mesures sont prises, des réformes sont actées. J'en prends pour exemple ce qui s'est passé lors du Covid, lors de la crise sanitaire. Ouais. Rappelez-vous, nous avions droit à la météo Covid, et la météo Covid s'était résumée à un ou deux chiffres, qui étaient les chiffres de contamination, peu ou prou. Ouais. Et les morts. Les contaminés et les morts. Contaminés et les morts. Et sur cette base-là, qui est une donnée quantitative, à valeur statistique, on en inférait des conclusions pratiquement algorithmique, c'est-à-dire si le chiffre passe au-dessus de cette barrière, alors nous confinerons. Si ce niveau est atteint, alors nous déciderons typiquement un couvre-feu le soir. Et vous voyez ici, on a atteint le point culminant de cette logique, c'est-à-dire pour légitimer mon action,
je pars de quelque chose qui a l'air, qui a les atours de l'objectivité, et donc qui ne dépend pas de moi en réalité. Cette extériorité du chiffre est relativement confortable. Par ailleurs, la légitimation, elle vient aussi de la puissance des mathématiques. Ce que Boulot appelle le préjugé de supériorité analytique. C'est très pompeux. Ouais. En fait, ça veut simplement dire que lorsque vous dénoncez un chiffre, ça a une valeur de vérité supérieure à un vers de poésie. Voilà. Et puis, comment dirais-je, une décision à l'emporte-pièce. Ça a une meilleure allure. Cela sous-entend qu'il y a eu un raisonnement, que la décision est étayée par des faits et que ces faits sont quantifiables, donc vérifiables. Donc en fait, il y a toute une chaîne comme ça de légitimation, de justification qui est propre à ce langage des mathématiques. Et la statistique est une des disciplines de la mathématique. Alors, pourtant, en lisant votre livre, qui est formidable de ce point de vue-là, on découvre que les chiffres du chômage, le produit intérieur brut, l'inflation, tout ça est interprétable. J'allais dire, tout cela est faux. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, que on laisse entendre quand on est sur une chaîne d'infos, un ministre en exercice et que l'on s'appuie sur ces statistiques. Il y a un exemple qui m'a absolument frappé, c'est sur le chômage des jeunes. Vous vous rappelez que ça a été un des enjeux de la campagne, je crois, de 2017. Les chiffres étaient alarmistes. On entendait dire que un jeune sur 4 ne travaillait pas. Et vous avez expliqué qu'en fait, personne n'a considéré ce qu'on appelle la base de référence, et c'est ce que vous allez nous expliquer, mais qu'en gros, finalement, la conclusion, c'est que c'est pas un jeune sur 4 qui travaille pas, c'est un jeune sur 4 qui ne fait pas d'études, ce qui fait un jeune sur 8. Et là, d'un seul coup, eh bien, c'est beaucoup moins alarmiste que ça en avait l'air. Expliquez-nous ce que vous appelez la base de référence. Oui. En fait, lorsqu'on regarde le taux de non-emploi, qui peut tout à fait un taux de chômage, on compare à une population à âge comparable. Donc typiquement, là, lorsque je dis, finalement, les 35-45 ans ont un taux d'inoccupation, par exemple, de X, de 18%, ça veut dire que ramener à toute la population active de ces personnes-là, 18%, donc 1 sur 5 en gros, n'a pas d'emploi fixe. Sauf que pour les plus jeunes, on ne peut pas le comparer de cette manière-là, puisque une partie d'entre eux font, comme vous le disiez, des études. Et la base de référence, c'est ce par rapport à quoi on calcule un pourcentage. Si on veut pouvoir comparer deux pourcentages entre eux, il faut que l'on divise par quelque chose d'homogène. Or là, ça n'a pas été fait. Et ce qui a été assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'en fait, une grande partie des médias ont relayé. Ouais. Mais véritablement, comme s'il se passait quelque chose de grave en France, alors qu'en fait, si on regarde la vraie inoccupation des plus jeunes, non. Certains sont en études, et parmi ceux qui ne sont pas en études, effectivement, on retrouve cela. Ce qui fait qu'en fait, sur la population, cette population de jeunes, en réalité, on a une situation tout à fait normale. Oui, qui est comparable. Voilà, c'est ça, qui est comparable aux autres pays occidentaux et l'OCDE. Qui n'a pas particulièrement dérivé, même historiquement. Et vous voyez là que, finalement, un choix méthodologique mal exprimé ou mal compris induit des conséquences, une perception de la part du grand public, voire même des journalistes, parce que je pense qu'un certain nombre de journalistes se sont fait leurrer. Et n'ont même pas réalisé toute la subtilité finalement du chiffre. Alors ce qui est amusant quand même, et je mets au crédit de notre service public, c'est que sur sa plateforme d'éducation, vous savez, en ligne gratuite, il y a une petite vidéo que j'ai retrouvée après, vers la fin de l'écriture du livre, et cette petite vidéo explique ça. C'est très étonnant d'ailleurs. Ce mea culpa, je pense que... Bon, c'est après coup quand même, c'est longtemps après. Longtemps, je ne sais pas, mais c'est après coup, effectivement. En tout cas, il y a quelque chose qui va intéresser nos auditeurs, je pense, c'est le chiffre de l'inflation. Méfiez-vous du chiffre que l'on entend et qui est très angoissant en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire exactement pour nos auditeurs sur ces chiffres de l'inflation ? Alors, l'inflation, c'est vraiment l'archétype de ce qu'on va appeler un chiffre conventionnel. Vous savez, il y a des chiffres qu'on va qualifier de plutôt naturels et des chiffres conventionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un chiffre naturel, c'est si je vous dis quel est le nombre de Français dans Paris. Vous pouvez les compter. C'est-à-dire, ils sont comptables, ils sont énumérables, vous pouvez même les identifier. Ce chiffre a une forme de permanence. Personne pourra dédire votre chiffre. Il ne repose que sur très très peu d'hypothèses en réalité. Il y a quand même des hypothèses, parce que même les chiffres naturels, en réalité, si je vous dis il y a combien de Parisiens dans Paris ? Qu'est-ce que vous me répondez ? Qu'est-ce que vous me répondez ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question, en réalité ? Si on passe très vite, et je vous dis, il y en a 2 millions, vous allez acquiescer tous les deux, notre public va dire, oui, il y en a 2 millions, alors qu'en fait, j'ai dit raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, des gens, des Parisiens dans Paris ? C'est des gens qui y habitent ? Non, c'est des gens qui y sont nés. Des gens qui y sont nés ? Voilà. C'est des gens qui y sont en ce moment ? Ouais.
Il y a 1000 manières. Alors ouais. qui sont nés, j'y avais pas songé. Moi, je pensais pas ce chiffre de cette manière-là. Et vous voyez que même quelque chose qui a l'air tout à fait trivial repose sur un certain nombre de présupposés, ce qu'on appelle des présupposés méthodologiques, ce sont des choix que l'on fait. Et si l'on veut être précis en statistique, et c'est ça qui est compliqué avec la statistique, c'est qu'il faut prendre le temps d'expliquer ces choix. Donc il y a ces chiffres naturels, et à côté de cela, il y a des chiffres conventionnels. Eux, ce sont de purs choix, de pure construction. L'inflation, en réalité, pour connaître la vraie inflation, il faudrait prendre la composition totale de tous les biens, vous imaginez bien. Et en fait, pour un Français moyen, il peut y avoir une inflation qui finalement le concerne peu. Je prends par exemple la manière de calculer cette inflation. Pour calculer l'inflation, on prend ce qu'on appelle un panier de biens. Ce qui est tout à fait logique, ce qui est la bonne manière de procéder. Hein. Mais c'est une approximation. Bah oui, tous les paniers ne se valent pas, on le sait. Si vous êtes végétarien, vous n'êtes pas sujet du tout à l'inflation de la viande. Prenons un cas limite. Imaginons un pays où seule la viande, pour une raison, parce qu'il y a une maladie très très grave, aucun prix ne bouge, et une année, parce qu'il y a une maladie très grave, comme la maladie Creutzfeldt-Jacob par exemple, le prix de la viande augmente terriblement. Bon, vous direz, et ça, on va prendre un panier moyen, donc le prix de la viande va faire monter le prix de votre panier moyen, c'est logique. Si vous êtes végétarien, vous en fichez complètement. Absolument. Or, le prix de l'inflation, et donc là je simplifie, mais il faut avoir conscience de la construction de ce chiffre. Dans un instant, on va continuer à se demander c'est la réalité, essayer d'évaluer la rivalité des chiffres dont vous entendez parler toute la journée. On parlera des crimes et délits notamment, études et statistiques, on nous cache tout, on nous dit rien, c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Retour dans l'heure libre, un partenariat Front Populaire, la revue et Sud Radio. On parle ce matin statistiques, sondages, mesures de l'opinion, et pas pour dire des banalités. Notre maître mot, c'est plutôt méfiance. Les statistiques, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. C'est ce que l'on découvre à la lecture de Statistiquement Correct, écrit par Samy Biazoni. Nous sommes toujours donc en compagnie avec lui. Il est professeur à l'ESSEC, docteur en philosophie. C'est quelqu'un de sérieux qui porte d'ailleurs la cravate en nos studios un samedi matin. Alors, Samy Biazoni, c'est pas très politiquement correct votre essai, effectivement, parce que on va prendre à tâche, par exemple, avec les chiffres des crimes et délits, et là, on découvre que l'on vit véritablement dans l'illusion. C'est très simple à comprendre et vous l'expliquez bien. Statistiquement, les chiffres divulgués sont ceux qui émanent des plaintes, donc enregistrées, commissariat, gendarmerie, tout le monde voit de quoi il s'agit. Mais en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car il y a une criminalité qui est beaucoup plus importante, c'est un peu un chiffre noir, ce sont les crimes et délits qui ne donnent pas lieu à plainte. Et alors, quand on se penche sur la réalité de l'inceste, la réalité des vols, les dégradations, eh bien, tout ce que l'on sait, c'est que les statistiques qui sont communiquées par le ministère de l'Intérieur sont très faibles par rapport à la réalité. Et oui, alors, il faut bien distinguer la communication gouvernementale et politique qui, elle, encore une fois, c'est un chiffre conventionnel. Parce qu'il faut comprendre, je fais une petite incise, qu'il y a des chiffres qualifiés de gris, d'autres de noir. Le noir, c'est le chiffre dit noir. C'est le chiffre, effectivement, qui recouvre la totalité des faits délictueux, ceux qui ont été commis, mais non déclarés du tout. Et puis, on a ces chiffres parfaitement déclarés, identifiés, qui ont donné lieu à des plaintes. Vous comprenez que c'est tout à fait conventionnel dans la mesure où, finalement, si j'ai envie de faire évoluer un chiffre, si je suis ministre de l'Intérieur, et qu'il me plaît de montrer que finalement la criminalité en matière d'actes de barbarie, de vol avec violence évolue favorablement, que ferais-je ? Je demanderais à mes effectifs de police de traiter prioritairement d'autres cas. Les insultes raciales, les délits routiers. Ainsi, le temps étant incompressible, malheureusement, on aura plus de plaintes prises. Et puis, pour d'autres délits, les services de police, non pas parce qu'ils cherchent eux à manipuler, mais parce qu'ils se conforment aux ordres qu'ils ont eus, vont un peu moins prendre les plaintes, les classer plus vite, remplacer une plainte par une main courante, par exemple. Et cela a une conséquence sur le chiffre. Je ne dis pas qu'il y a manipulation volontaire systématique, je dis simplement que il est aisé, étant donné la convention prise, les plaintes, de procéder ainsi. Il faut bien comprendre qu'on pourrait procéder autrement. On pourrait dire, la criminalité, ce sont les plaintes reçues et les condamnations qui ont été prononcées. Oui, bien sûr. Parce que... Oui, on pourrait dire même qu'une plainte ne vaut que si elle débouche sur une enquête, par exemple. Absolument, absolument. Oui. Vous pouvez tout à fait imaginer des situations où nous avons l'impression collectivement que la situation se dégrade en matière de criminalité. Si par exemple les citoyens se mettent à massivement porter plainte et que les forces de police ont plus le temps parce que par exemple elles auraient plus de moyens de prendre ces plaintes,
Mais si toutes ces plaintes sont abusives, je prends un cas extrême bien évidemment, bien sûr. à ce moment-là, en réalité, la criminalité n'a pas du tout augmenté. Elle est peut-être nulle, mais dans les chiffres, nous verrons l'artefact de cela qui est l'augmentation des plaintes. Et ça, c'est un choix méthodologique très fort. On est vraiment en matière de criminalité dans quelque chose de très conventionnel. Pour conclure, il y a quand même une force de rappel. Et la force ou la corde de rappel, ce sont les études de victimation. En fait, il y a deux manières d'aborder les faits criminogènes, soit par les plaintes, effectivement, dans notre système, mais il y a aussi, et l'INSEE le fait, il y a des grandes études qui sont faites par les scientifiques qui viennent interroger de tout à chacun, faire comme un sondage. Et là, les personnes se déclarent en tant que victimes. Et là, on a accès à ces chiffres dits noirs. Et c'est par la conciliation des deux qu'on commence à avoir une certaine photo de la réalité. Donc, il est possible d'avoir une photo de la réalité. Mais souvent, le politique va utiliser le morceau ou l'endroit de la photo qui l'arrange. Alors, il y a quelque chose qui renforce, je dirais, le sentiment, de confusion, c'est-à-dire, j'aimerais que vous fassiez réagir par rapport aux déclarations qu'avait tenues notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Quand on voit les chiffres des crimes et délits, qui sont quand même globalement très importants en France, comment expliquez-vous qu'on puisse parler de sentiment d'insécurité et pas d'insécurité? C'est quand même rajouter une notion de confusion dans les esprits. Ouais. Alors, en fait, il est vrai, lorsqu'on regarde sur le très long terme, que la France est quand même plutôt un pays pacifié. Alors, je sais que ça risque de choquer beaucoup, puisque le sentiment n'en est pas un. C'est-à-dire que nombre de nos concitoyens, et j'en fais partie, on en a tous déjà fait partie, se sont retrouvés dans des situations d'insécurité réelle, de peur, surtout quand on habite Paris ou une grande ville. Toujours est-il que sur le temps très long, effectivement, on se rend compte que nos sociétés, et c'est heureux, elles ont tendance à se pacifier. On a... heureusement, des faits de barbarie ont quasiment disparu, je veux dire, en rapporté à la population globale. Hein. Ils existent toujours, bien sûr, mais ils sont plus isolés. Une certaine violence aussi a muté. Toujours est-il qu'effectivement, le politique, lui, son discours, c'est de dire une partie du réel, c'est votre perception du réel, et votre perception du réel biaise en réalité, le réel lui-même en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exprimé de manière probablement un peu théorique, mais ça veut dire quelque chose de très concret. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une disposition qui consiste à penser que vous êtes vraiment en insécurité, effectivement, vous percevrez beaucoup plus l'insécurité. Et c'est cette espèce de rhétorique qui essaie d'agiter le garde des Sceaux pour dire qu'en fait, les choses vont pas si mal. Alors, il a en partie raison, je l'ai dit, mais il a en partie tort, parce que le politique est depuis assez longtemps relativement impuissant, en réalité, à faire taire, à faire cesser le niveau minimum d'insécurité qui est déjà bien trop important pour un citoyen d'une grande démocratie comme le nôtre et d'un pays aussi stable que le nôtre. Donc effectivement, cette impuissance, elle est compensée par une forme de stratégie rhétorique qui vient agiter le sentiment, la subjectivité à un tapis d'objectivité. Oui, et puis ça permet, sur le terrain de la morale, de culpabiliser ceux qui mettent en avant l'insécurité en France. C'est évidemment une manière de jeter l'opprobre sur eux. Dans un autre domaine, qui est la différence des salaires hommes-femmes, quand on compile toutes les variables, elle n'est que de quelques pourcents et pas du tout de 30%, comme disent les féministes. Vous avez regardé les arguments de Samy Biazoni, Maxime? Tout à fait, c'est assez éclairant. Alors Marlène Schiappa, elle annonçait 27% en 2018. L'Observatoire des inégalités annonçait 23% en 2021. Cet écart est-il avéré? Oui, mais il ne veut rien dire, on va le voir. Est-ce qu'il y a discrimination? Absolument pas. En tout cas, rien de systémique, comme on dit aujourd'hui. À ce sujet, je ne peux que renvoyer nos auditeurs au chapitre consacré à cette question dans le livre de notre invité. La démonstration est assez complète. Je la résume ici à grands traits, évidemment sous son contrôle. En fait, quand on brandit 25% d'écart salarial, ou 27, ou 28, ou 30, ce qu'on veut... On dit même des femmes qu'elles travaillent gratuitement à partir du 4 novembre. Oui, on l'entend tous les ans, ça. Ouais. En fait, quand on prend ce chiffre-là, on compare l'incomparable. Il y a évidemment de très nombreux facteurs rationnels explicatifs de cette différence. Le sociologue américain Warren Farrell, que cite Samy Biazoni, en dénombre 25, par exemple. Pour comparer ce qui est comparable, il faut être beaucoup plus précis et combiner les variables. Alors, à temps de travail égal, puisque les femmes travaillent moins que les hommes, on passe déjà à 15% d'écart. À catégorie professionnelle et secteur d'activité égaux, on passe à 10% d'écart. Si on ajoute la pénibilité, la dangerosité, la fréquence d'interruption de carrière et certains comportements tendanciellement féminins, le fait par exemple de moins négocier son salaire, Samy Biazoni montre des études assez intéressantes là-dessus, on arrive à un écart pur
ou inexpliqués de 3 à 5% selon les études. Donc pas de complot masculiniste dans ces chiffres tout à fait officiels qu'on retrouve d'ailleurs dans un rapport du Sénat en 2003. qu'il faudrait combler quand même. Alors justement, et le danger de faire du sensationnalisme statistique et d'agiter des chiffres absurdes, c'est qu'on brasse du vent justement en restant à côté du vrai sujet qui devrait compter d'ailleurs quand on se prétend féministe, c'est comment donner concrètement aux femmes la plus grande amplitude de liberté dans leur choix de carrière professionnelle. Le reste, c'est de l'idéologie. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à Maxime? C'est très bien résumé. Alors, ce qui est peut-être une illustration, un exemple. Alors, si on prend cette thèse justement de la discrimination, il est intéressant d'aller regarder des métiers où il ne peut pas y avoir de discrimination. Et il y a une étude très célèbre aux États-Unis que je cite de manière assez détaillée, qui porte sur les chauffeurs VTC. Ils n'ont pas de patron et leurs revenus dépendent directement du travail qu'ils effectuent. Et sauf à considérer qu'effectivement des clients annulent quand ils voient un chauffeur femme. Et l'étude ne le montre pas d'ailleurs, il n'y a pas de surannulation. En fait, ce qu'on constate, c'est un écart de salaire d'à peu près 10%. Ah oui. Alors que, donc là, on est à métier égal, compétences égales, elles sont aussi qualifiées. Et donc, les chercheurs se sont intéressés finalement à la raison de cela. Ce qui était sûr, en partant du présupposé qu'il ne pouvait pas s'agir d'une discrimination, parce que là, pour le coup, personne ne fixait le salaire. C'est un salaire gagné à la sueur de son front. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de comportements qui étaient différents. Et ces comportements peuvent être justifiés parfois. Les femmes, en moyenne, il faut bien comprendre, on parle de réalité statistique, donc certaines femmes ne vont pas du tout dans ce schéma-là, et certains hommes, au contraire, vont avoir des comportements qu'on peut qualifier de plus féminins dans leur manière de travailler. Mais prennent des créneaux d'amplitude horaire moindres, par exemple. Or, chez les chauffeurs VTC, on gagne plus lorsqu'on fait des courses à 3-4 heures, et qu'à 3-4 heures du matin, et qu'il y a moins de concurrence, par exemple. Elles conduisent en moyenne moins vite. On peut dire, c'est tout à fait bénéfique pour la société de conduire moins vite. Mais ça se traduit négativement parce qu'on prend moins de courses. C'est ce genre de choses. Donc vous voyez, en fait, et donc je le cite pour le lecteur curieux, il faudra aller regarder, je fais pas refaire l'étude extenso, elle est relativement longue et compliquée, mais on peut comprendre très simplement ce dont il s'agit. C'est-à-dire que, en fait, dans ces questions, il faut vraiment se garder du simplisme, c'est-à-dire, mais voilà, il y a un complot derrière, il y a une inégalité, et donc c'est organisé, ou alors c'est un biais inconscient de la part des hommes vis-à-vis des femmes, voire des femmes vis-à-vis des femmes. En fait, tous les travaux tentent à montrer qu'il ne s'agit pas de ça. Et ce qui est embêtant, c'est que et Maxime le disait bien, lorsqu'on traite mal le sujet, on ne peut pas le résoudre. Parce que si on ne dit pas quels sont les critères d'écart, à ce moment-là, comment vous pouvez établir votre action politique? Une action politique doit partir d'un constat, un constat bien établi. Si le constat départ s'il y a des discriminations, vos mesures sont des mesures de lutte contre les discriminations. D'ailleurs, c'est ce que fait le gouvernement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résorption finalement des écarts salariaux, puisque ce n'est pas la bonne cause. Pour lutter autant qu'ils veulent contre les stéréotypes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis bien qu'il y a d'autres éléments qui sont plus importants, ou aussi importants, et donc il faut aussi les traiter si on veut traiter de manière holistique le problème. Et donc, lorsqu'on décompose, et par exemple, un des facteurs majeurs, c'est l'interruption liée à la grossesse. Ah oui. Parce qu'on ne trouve pas ces mêmes écarts entre les femmes typiquement les femmes lesbiennes qui n'adoptent pas et celles qui adoptent ou celles hétérosexuelles qui ont des enfants. On se rend compte qu'il y a des écarts entre, par exemple, les femmes lesbiennes aux États-Unis et les femmes hétérosexuelles. Les femmes lesbiennes, alors qu'on penserait, selon la doxa, qu'elles sont victimes de discrimination, parce que c'est aussi la thèse qui est défendue, puisqu'elles constituent une minorité, en réalité, elles gagnent en moyenne à peu près 10% de plus que les femmes hétérosexuelles. Pourquoi ? Pour cette raison-là, elles s'interrompent moins, et aussi, il a été démontré par l'étude de psychologues du travail, qu'elles ont une attitude différente, notamment dans la demande des promotions. C'est lié à plein d'éléments cognitifs très profonds, mais voilà, il y a des choses qu'on peut quantifier et évaluer. C'est passionnant. Dans un instant, on va parler des chiffres du Covid. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et on va se demander aussi si on peut évaluer les chiffres de l'immigration. Et s'il ne fallait pas fact-checker ceux qui prétendent être des fact-checkers. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, aujourd'hui on parle de statistiques, de sondages, de mesures de l'opinion, et force est de constater qu'on fait dire ce que l'on veut aux chiffres. C'est ce que l'on apprend à la lecture du livre de notre invité, Samy Biazoni, professeur à l'ESSEC et docteur en philosophie, et qui est auteur de l'essai Le Statistiquement Correct, paru aux éditions du Cerf. Nous sommes toujours en compagnie de Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire, la revue, et du site frontpopulaire.fr. Alors je l'ai annoncé, nous allons parler des chiffres du Covid, et là le moins qu'on puisse dire, c'est que ces chiffres qui ont servi de boussole à une politique sanitaire, étaient contestables, Samy Biazoni. Alors oui, ils étaient contestables à plusieurs titres. Je vais en prendre deux.
Alors déjà, il faut comprendre que les chiffres du Covid sont nécessaires. C'est-à-dire, nous étions dans une situation pandémique, Oui, et donc par définition, alarmante. pandémie dit vaste contamination. Qui dit vaste contamination dit vaste volume de données, puisqu'on quantifie sur de grands espaces, et donc dit méthode statistique, donc choix statistique. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on sait peu, la définition du chiffre des morts du Covid. Quand on dit les morts du Covid, à votre avis, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous imaginiez lorsque vous entendiez ça? Ou même maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'imaginais? Peu importe. Qui sont les morts du Covid? Non, mais c'est pas une question piège. Non, Les mais gens morts du virus, c'est ce que Voilà, je dis. morts du virus. Non. On imagine que ce sont les morts du Eh ben virus. non. Les chiffres qui sont communiqués, par exemple, c'est pour illustrer que les choix. J'aimerais vraiment qu'à la fin de la lecture de ce livre, de l'écoute de cette émission, les spectateurs, les auditeurs puissent repartir en disant mais je dois non pas me méfier, mais être vigilant. Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Il n'y a pas forcément de tentative de manipulation. Simplement, les personnes elles-mêmes qui produisent ces statistiques ou qui les relaient n'ont parfois pas conscience elles-mêmes de ce qu'elles font. Parce que c'est complexe, parce qu'il faut prendre du temps. Donc les chiffres qu'on nous communique, ce sont des chiffres des morts liées au Covid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes mort de ne pas avoir eu une opération de la rate à cause du Covid, vous rentrez dans les chiffres liés au Covid, par exemple. Mais vous n'êtes pas mort du Covid. C'est pas le. Donc il n'y a pas de nécessité que le Covid soit l'élément déclencheur de votre décès. Par ailleurs, et ça a été. Je voudrais rappeler juste un exemple qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est la mort de Rémi Julienne, dont on a dit qu'il était mort du Covid. Paix à son âme, il avait 92 ans, il était à sa 2e chimiothérapie et c'est plutôt le cancer qui l'a emporté. Il est mort du cancer, mais avec le Covid, il rentre dans les chiffres des morts du Covid. Vous voyez, c'est intéressant. Si je change ma définition, je change mon chiffre. Et donc, comme mon chiffre sert à définir une politique publique, je change même l'issue de ma politique publique. Donc ça, c'est vraiment intéressant, il faut l'avoir en tête. Mais c'est un choix. Voilà, il faut simplement le comprendre. Et il a ses raisons. Hein. Il y a des raisons techniques qui peuvent justifier qu'on ait fait ce choix-là. Ça, c'est une chose. Le deuxième, qui m'a particulièrement gêné et qui a été un peu déclencheur, je fais une incise courte dans le livre, c'est celui de l'absence d'une variable extrêmement importante en matière de contamination, c'est celui du taux de positivité. Je vous donne simplement, je vais prendre un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Les chiffres qu'on regardait, c'était les tests positifs, parce qu'on regardait le taux de contamination. On disait, voilà, les Français sont allés se faire tester, et puis on a, par exemple, 100 000 tests positifs, 15 000 tests positifs, et puis on disait, à 50 000, à ce moment-là, on va confiner à certains moments. Mais simplement, ce chiffre, il est quand même un peu compliqué, parce que, imaginons, prenons une situation théorique, en fait, qui n'est pas si théorique, puisque je l'explique dans le livre, elle est plus ou moins survenue. Imaginons une population qui aurait exactement le même nombre de personnes contaminées. Exactement le même nombre. D'accord. Donc là, on a par exemple 100 000, mais on ne le sait pas. Et la semaine suivante, toujours 100 000. Entre le début et la fin de semaine, le gouvernement dit incite tout le monde à venir se tester. Et donc les Français viennent se tester massivement. Eh bien, vous aurez un taux de détection 2 fois plus important. Donc vous aurez le sentiment que votre finalement pénétration du virus est très importante. Alors simplement, les gens se sont plus fait tester. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage. C'est ramener au nombre de tests faits, quels sont le nombre de cas positifs. On peut rappeler qu'on pouvait être porteur du virus sans même avoir sans le savoir. Et beaucoup ne se sont pas fait tester, mais ça joue dans les deux sens. Donc ça, c'est très important. Et en fait, la communication gouvernementale n'a pas été très claire. Et d'ailleurs, pour preuve, quelque chose qu'on comprend mal, mais regardez le début de la pandémie. Si vous reprenez les chiffres, allez sur les agences régionales de santé ou sur Covid Tracker et regardez la forme des courbes du début du Covid mars. La bosse est toute petite. Elle est toute petite simplement parce qu'on ne testait pas en mars. Donc on testait les gens qui arrivaient. Donc on testait quand vous arriviez à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas, alors qu'en fait il y a eu des cas et on ne sait pas les quantifier. Plusieurs centaines de milliers par jour, beaucoup plus importantes que les vagues qui ont suivi. Sauf que, comme on ne le dit pas, les vagues qui ont suivi ont eu l'air d'être gigantesques par rapport à la première, qui avait déjà fait peur à tout le monde et qui avait amené les confinements. Or, c'était directement lié au fait, ce chiffre n'est pas corrigé. N'est pas corrigé d'un estimé, il est donné brut. On a testé 2000 personnes qui sont entrées à l'hôpital, le chiffre c'est 2000. On n'a pas dit, nous faisons une estimation sur la population, puisque nous testons une personne sur 1 million, dans ce cas-là... il n'a pas été ce qu'on appelle redressé, corrigé, le chiffre. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, c'est une autre des subtilités des chiffres du Covid. La dernière, peut-être rapidement, c'est celle de l'efficacité des vaccins. L'efficacité des vaccins, on dit, j'ai entendu, et c'est terrifiant d'entendre ça, le vaccin était efficace à 95%. Alors, dans le meilleur des cas,
contre la transmission, contre la mortalité, c'est-à-dire que au moins l'interlocuteur prend la peine de dire contre quoi, parce que c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, le vaccin n'a pas les mêmes vertus. Tous les vaccins n'avaient pas les mêmes vertus. Certains protègent plutôt bien de la contamination, d'autres, alors ils protègent toujours des deux. Dans une certaine mesure, disons. Ils peuvent aussi avoir des effets secondaires, c'est un autre débat. Simplement, lorsqu'on dit c'est efficace à 95%, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Sauf que c'est drôle, mais avez-vous vu beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de débattants pendant tous ces mois de débat de Covid, finalement dire mais attendez, de quoi parlez-vous? Quel est le chiffre? Personne. Journaliste, citoyen, homme politique. Le vaccin est efficace à 95%, nous ne discutons pas. Ça ne veut rien dire, et ça veut rien dire non seulement parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, mais en plus, on s'est rendu compte assez vite que l'efficacité des vaccins décroissait. En fait, peut-être 95%, disons 95% d'amélioration de la mortalité sur la population à 3 mois, mais qu'après 4 mois, ça passe 70 à 60. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous préférez un vaccin à 100% efficace la première semaine et à 12% efficace pour le reste, ou un vaccin à 50% efficace pendant 10 ans? Je ne sais pas. Et c'est un choix différent de société, sauf que je n'ai jamais entendu parler de cela sur un plateau de télévision. Non, c'est très intéressant. Et il y a un domaine aussi où il est bien difficile d'avoir des chiffres, c'est l'immigration, son nombre exact, le coût et les bénéfices de l'immigration. On en a parlé récemment avec une étude qu'a essayé de faire Le Figaro. Peut-on réellement, Samy Biazoni, évaluer l'immigration ? Alors oui, vaste question. Alors, je m'intéresse, moi, au coût ou au gain de l'immigration économique, uniquement. Alors, encore une fois, ma méthodologie repose uniquement sur des travaux académiques ou des travaux institutionnels. Je n'émets aucun avis sur aucun sujet. Donc, je réponds ce que l'état de l'art dit. En revenant systématiquement, toutes les sources sont dans le livre. Le citoyen peut les vérifier, refaire ses calculs, disséquer ce qui a été fait. Puisque c'est la base, finalement, ce qu'on appelle la réplicabilité, le fait de se rendre transparent vis-à-vis d'autrui. Alors, donc sur cette question, c'était très intéressant. Il y a une étude de l'OCDE qui a été très reprise, et dont la conclusion qui a essayé d'évaluer le coût, le bénéfice de l'immigration au sein des pays de l'OCDE. Donc c'est une étude comparative, c'est très instructif, qui montre la situation en Suède, la situation en France, la situation en Allemagne, en Italie. Et les médias, elle a sorti le jour même. Vous pouvez retrouver, tous les articles sont cités, je donne les verbatims. Les médias ont, pour beaucoup, repris la mesure, repris les résultats en disant une étude de l'OCDE est parue, et elle affirme que, dans certains cas, certains ont dit l'immigration ne représente pas de coût pour la société française, d'autres sont même allés jusqu'à dire c'est un bénéfice pour la société française. Lorsqu'on regarde l'étude, effectivement, il est écrit, il y a des chiffres positifs. Donc on peut... À un certain niveau de l'étude, il est écrit que l'immigration est un gain rapporté aux prestations, c'est-à-dire finalement tout ce qui vient des cotisations, du fait d'être présent sur le territoire, d'apporter de la valeur travail, compense quelques prestations. Mais en fait, il est bien écrit que ça ne concerne que certaines prestations sociales, ça ne tient pas compte de beaucoup de coûts qui sont mutualisés dans la société, les coûts liés à la sécurité. Par exemple, je vous donne un exemple très bête. Méthodologiquement, l'OCDE ne savait pas, parce que c'est très compliqué à faire, reventiler les coûts liés à l'intégration. C'est-à-dire tous les dispositifs qui sont liés au fait qu'une personne est étrangère, ça c'est appliqué à tous les Français. C'est pas simplement appliqué aux personnes. Si on n'est pas immigré, on ne bénéficie pas des dispositifs liés à l'intégration des personnes immigrées. Or, dans la méthodologie, c'est écrit noir sur blanc, ce coût est ventilé sur toute la population, donc il vient être diminué. Et fait encore plus incroyable, il suffit de continuer la lecture de l'étude pour s'apercevoir qu'il y a un tableau après qui dit, alors pour avoir une vision holistique, il faut notamment intégrer les enfants des immigrés, bien évidemment. On ne peut pas considérer une personne seule. Pourquoi il y avait ce résultat? C'était très simple. Beaucoup des personnes immigrées sont des personnes jeunes qui viennent seules et donc qui arrivent, qui travaillent tout de suite. Mais dans 30 ans, elles deviendront malades, malheureusement, comme les Français qui sont nés sur le territoire. Elles demanderont des prestations, elles auront des enfants, elles coûteront à l'éducation nationale. Donc si on prend effectivement stricto sensu une personne qui arrive et qui travaille, oui, on peut trouver un équilibre. Mais si on considère le phénomène globalement, non. Et l'étude le dit très clairement. Alors ces discussions font écho à un vieux serpent de mer, celui des statistiques ethniques. On a l'habitude de dire qu'elles sont interdites en France, mais est-ce que c'est si vrai, Maxime Le Nagar? Alors les statistiques ethniques sont en principe interdites en France. Par la loi informatique et liberté de 1970,
78 qui stipule, je la cite, je crois que c'est l'article 6, il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques. La phrase continue, mais je la coupe momentanément. 2. Cette loi a été entérinée en 2007 par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait retoqué l'article 63 de la loi sur l'immigration, qui voulait modifier la loi de 78 justement. Quel avait été le motif du Conseil constitutionnel à l'époque? La violation de l'article 1 de la Constitution qui stipule, tout le monde la connaît, que la République, je cite, assure l'égalité devant la loi de toutes les situations sans distinction d'origine, de race, de religion, fin de citation. Ainsi, les données faisant effectivement apparaître directement l'origine ethno-raciale sont interdites et d'ailleurs punies de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Sauf que, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Le cadre légal permet des dérogations, et on le sait peu, à des fins de recherche scientifique notamment, et certaines données ethniques, même si le problème c'est que le mot ethnique fait débat à lui-même. Est-ce qu'on parle du pays d'origine ou de la couleur de peau? C'est un peu compliqué, on se crêpe le chignon là-dessus. Mais ces données sont autorisées, soumises au contrôle de la CNIL, et ça a permis par exemple l'existence de grandes études comme celle de Trajectoire et Origine, une enquête conjointe entre l'INED et l'INSEE sur la diversité des populations en France. Il y en a eu une en 2009, il y en a eu une seconde en 2019. En 2020, l'INSEE reconnaissait du reste lui-même que, contrairement à une idée reçue, je cite, la statistique publique produit des statistiques ethniques. Fin de citation, c'est l'INSEE qui le dit. En résumé, les statistiques ethniques existent en France, mais elles sont contrôlées. Après, c'est vrai qu'avec le recul progressif du modèle universaliste républicain et l'archipélisation de la société, on pourrait même parler de communautarisme, le sujet semble de moins en moins tabou, et on voit dans le personnel politique, Sibeth Ndiaye notamment en 2017, dire finalement... pour lutter contre les discriminations, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas complètement les statistiques ethniques sur les modèles anglo-saxons un peu? Oui, on n'est pas encore tout à fait à ce stade, en tout cas. Pour le moment, non. Alors, dans un instant, on va vous dire quelques mots sur ce qui se présente comme des fact-checkers. Vous savez, les vérificateurs en vérité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas exactement glorieux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une émission conçue par Front Populaire en partenariat avec Sud Radio. On parle statistiques ce matin, sondage, mesure de l'opinion, statistiques, chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut, c'est un peu l'enseignement de la matinée. On parlait à l'instant de statistiques ethniques en France et durant la courte pub, vous nous disiez, Samy Biazoni, que les statistiques ethniques en France, ça commence même à voir le jour dans les tribunaux. Il y a eu un cas récemment. Oui. Que vous citez dans votre livre d'ailleurs. Exactement. En fait, il a été reconnu recevable comme argument de défense le fait de compter, d'établir un phénomène de discrimination basé sur l'origine ethnique des individus, c'est-à-dire qu'un tribunal, plus prosaïquement, a accepté qu'un avocat puisse dire, pour prouver que mon client est victime de discrimination, j'ai moi-même compté les personnes de telle origine, les personnes de telle ethnie, et regardez, je constate tant de différences de salaire. Ce qui était contestable à deux titres. Méthodologiquement, on ne fait pas des échantillons de 12 personnes, parce qu'en l'occurrence, il s'agissait d'aussi peu que ça, et on tire des conclusions générales. Donc la méthodologie était véritablement en dehors de tout cadre recevable, et pourtant, le juge a considéré que c'était recevable, et s'est prononcé sur la base de ces éléments. Pas uniquement ces éléments, mais a utilisé cela, et ça montre que progressivement, effectivement, on y vient, il y a une forme d'acceptation. D'accord. Alors plus sérieusement, enfin, tout ça est très sérieux, pardonnez-moi, mais je voulais qu'on se parle de ceux qui disent vérifier les informations, ces fameux fact-checkers. Depuis quelques années, on voit fleurir ici ou là BFM TV, Libération, on voit fleurir les fameuses cellules de fact-checking et on a surtout vu à quel point ça pouvait mouliner dans le sens de l'idéologie. Donc j'avais envie de vous poser cette question, Samy Biazoni, est-ce que il faudrait fact-checker les fact-checkers? C'est une très bonne question. Oui, c'est une question que vous posez dans le livre. Absolument. Je connais la réponse, mais je préfère que vous la livriez à nos auditeurs. Tout à fait. Alors déjà, il faut comprendre que il y a beaucoup d'appels à l'humilité dans ce livre. Si on dit il faut fact-checker les fact-checkers, oui, il faudra fact-checker ceux qui fact-checkent les fact-checkers. Et ça, selon une chaîne de régression infinie. Mais c'est assez logique avec ce que vous dites. Vous dites on utilise les statistiques au service d'un propos, donc voilà. Ou on les manipule mal parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a pas pris le temps. Moi, j'explique, il y a 3 raisons pour lesquelles il existe un mésusage de la statistique. C'est effectivement le biais idéologique, l'intérêt personnel ou collectif. Ça, c'est la première raison. C'est la négligence, et nous sommes tous négligents dans le débat quotidien. Nous n'avons pas le temps d'aller reprendre un corpus méthodologique de 500 pages techniques à chaque fois, donc ou d'aller reconsulter l'INSEE pour être sûr des hypothèses. Donc ça, nous sommes tous négligents, il faut l'accepter. Et même dans notre travail, les journalistes ont le temps qu'ils ont. Et puis l'incompétence. La statistique, c'est compliqué.
Et ça demande un solide bagage mathématique, une éducation à la méthode, et donc même des personnes qui ont eu des études, qui ont suivi des études scientifiques peuvent se laisser prendre en fait. Et il faut lutter contre ses propres biais. Donc tout ça peut expliquer que les fact-checkers ne sont pas beaucoup mieux que les autres, ce sont des journalistes comme les autres. Oui, ce sont des journalistes comme les autres qui en gros finissent par trouver ce qu'ils sont venus chercher. Voilà. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le fact-checking est une pratique positive, qui apporte quelque chose. Véritablement, il ne faut pas considérer qu'il s'agit d'un grand complot, que les fact-checkers sont aussi mauvais que ceux qui fact-checkent. Non, c'est pas vrai. Mais on ne peut pas non plus, comme beaucoup le pensent, considérer qu'on a là une vérité établie. Non, ils sont soumis aux mêmes biais que les autres. Donc c'est très intéressant. Parfois des biais de compréhension eux-mêmes, souvent des biais idéologiques. Et pour vous en convaincre, j'invite les lecteurs au prochain grand débat qui agitera la société française à regarder comment les fact-checkers des différents services et journaux fact-check. Si on faisait vraiment du fact-checking, en fait, on devrait traiter à peu près de la même chose et aboutir aux mêmes conclusions. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va souvent, ce que utilise le premier biais, on va dire le plus connu des fact-checkers, c'est qu'ils vont finalement fact-checker ce qui les arrange. Donc, quand un résultat est bien établi et ils veulent bien insister sur le fait que ce résultat est établi, ils fact-checkeront pour dire c'est vrai. C'est simplement un tampon d'authenticité sur un résultat qui est confortable, qui vient servir une vision du monde et un propos politique parfois. Et à l'inverse, quand un propos devient insupportable, on trouvera l'angle pour dire c'est partiellement faux. Vous savez, souvent on voit ça. On a vrai, faux, partiellement vrai, partiellement faux. Partiellement faux parce que un propos peut être vrai, mais avoir quelques angles comme ça mal polis. Et souvent les fact-checkers qui ont cette volonté de démontrer un propos vont attaquer le petit morceau de raisonnement qui n'invalide pas la théorie et dire c'est partiellement faux. Ce qui va, chez le public, induire la croyance que le propos est en fait assez erroné, mis à caution. Mis à caution. Et donc, ça, c'est une des méthodes, par exemple, qui peut être utilisée par le fact-checking lorsqu'il a envie de s'arranger un peu avec le réel. Alors, vous avez mis du temps à écrire cet ouvrage parce que vous avez donc fact-checké beaucoup de statistiques. C'est un ouvrage où vous êtes fait aider, peut-être aussi avec quelques autres auteurs, ou vous l'avez fait tout seul? Tout seul. Bravo. Tout seul. Bravo, parce qu'il y a tant d'études que on voit qu'il y a du travail derrière. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse au sujet. Et donc j'avais amassé déjà une quantité d'informations importante. Bravo. Alors je voudrais qu'on conclue avec une espèce de boîte à outils pour les auditeurs de Sud Radio et les lecteurs de Front Populaire pour essayer d'appréhender les chiffres et les statistiques. Très prosaïquement, donc reprenons, parlons d'une étude, celle de votre choix. Comment vous faites quelle est la première question que vous vous posez quand vous voulez mettre en perspective une étude et voir sa fiabilité? Ouais. Alors, la base, j'en appelle à ce que j'appelle une éthique de responsabilité statistique en démocratie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dote, si nous voulons collectivement réussir le défi démocratique, surtout à l'ère de la donnée, des grands volumes de données. Demain, tout ce que j'écris là sera vrai, à une magnitude de 10, de 100, de 1000 peut-être. Et donc, si on ne met pas, on pose pas les pierres fondatrices d'un réveil et d'un sursaut statistique, nous encourons nous risquons véritablement des sorts assez peu enviables. Donc, pour répondre à votre question, moi, lorsque je vois un chiffre, alors déjà, ma méfiance ou mon réflexe, c'est d'aller regarder les notes de bas de page. Alors, je sais que je tiens à m'excuser auprès de vous. Vous êtes un des rares à regarder les notes de bas de page. Et oui, et quand il n'y en a pas, ou quand moi-même, puisque j'écris aussi, on me les enlève, ça me chagrine beaucoup. D'ailleurs, je lutte souvent avec les journaux pour lesquels je contribue, ou les magazines, pour qu'on me laisse les notes de bas de page, parce que c'est la garantie de la traçabilité. Donc, un auteur qui ne se rend pas traçable, c'est déjà quelque chose de suspect. Ce qui ne veut pas dire qu'il cherche à vous duper. Mais c'est suspect, ça veut dire que son chiffre est moins sûr que quelqu'un d'autre. Le simple fait de donner la référence. Ensuite, et là je ne parle effectivement des personnes qui peuvent se le permettre, qui ont le temps, qui ont l'envie parce que le sujet les intéresse, mais il faut aller voir la source. Et souvent quand on va voir la source, il suffit de relativement peu de temps, surtout lorsqu'on commence à être éduqué en la matière, pour voir que ce qui est présenté dans un article, par exemple, qui est une source secondaire, rapporté à la source primaire, est distant d'une bonne, on va dire, amplitude d'interprétation. Donc il y a toujours un écart. Et en revenir à la source primaire, c'est aussi comprendre un peu les subtilités des choses. Donc ça, chose très simple qui peut être faite en 5 minutes. On voit tout de suite que la nature des arguments est pas tout à fait la même, c'est pas exprimé par le premier auteur de la même manière. Et donc ça donne un indice sur le biais de l'auteur dont on est en train de regarder le chiffre. Ensuite, il faut s'éduquer. Ouais. Deuxième conseil, s'éduquer à la statistique. Ouais, alors ça, c'est pas simple. Hein. Alors déjà, commençons par lire le livre. Ouais. Voilà un sage conseil. Voilà. J'essaye d'expliquer les pièges courants, les biais dont nous souffrons tous, les raisons pour lesquelles nous avons ces biais. J'essaye de guider le lecteur, le prendre par la main, et puis d'entrer dans cette analyse critique du chiffre.
Donc une fois qu'on en a la volonté et qu'on a pris un tout petit peu de temps, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer à la compréhension de ses biais. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sur les biais cognitifs qui sont très connus, qui permettent de prendre conscience de ses propres biais. Il faut aussi se doter d'un minimum de compréhension mathématique. Et là, je vais rassurer tout le monde, il s'agit d'outils relativement simples. Mais la plupart du grand public ne sait pas la différence entre une moyenne et une médiane. Si vous posez la question à des journalistes, je me suis amusé à le faire, puisque j'ai beaucoup de journalistes amis dans mon entourage. Presque aucun ne savait la différence. Et c'est pas condamnable en réalité, parce qu'on l'apprend pas. On l'apprend pas, surtout quand on fait des études littéraires. Et puis la plupart du temps, comme disait Luc Ferry, ça sert à rien dans la vie réelle. Luc Ferry, que je cite, se met le doigt dans l'œil, c'est qu'il se rend pas compte de ce qu'il ne sait pas. Vous savez, c'est la vieille phrase socratique. Et en fait, il a tellement pas d'appréhension de la mathématique. J'ai rien contre Luc Ferry, mais il a déclaré la mathématique ne sert à rien. La preuve, j'ai dû l'utiliser une demi-heure dans ma vie. On peut pas dire quelque chose comme ça. Alors que moi, je l'utilise toujours. C'est parce qu'une fois qu'on le maîtrise, on sait utiliser l'instrument, notamment là. Donc, c'est prendre un peu de temps aussi. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, se pencher. Replongez-vous. Voilà. Ne pas éviter, pas sauter l'obstacle. C'était absolument passionnant cette heure passée ensemble sur le statistiquement correct. C'est le nom de votre ouvrage, de votre essai, paru aux éditions du Cerf. Dans un instant, on change de sujet. On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci Samy Biazoni d'avoir été notre invité. Et puis, il y a du rugby cet après-midi, vous le savez. Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au programme, il y a le match Fidji-Géorgie à ne pas rater. Enfin, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur la chaîne YouTube pour réécouter l'heure libre. Tout de suite, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci, bonne journée. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai.